Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Adaptation de l'habitat au vieillissement de la population. Le sujet est de première importance et il porte sur lui les stigmates de l'urgence, au même titre que la transition écologique. Pour en parler, nous avons invité un homme convaincu, engagé et militant. Voici Jean-Philippe Arnoux, directeur Silver Economy et Accessibilité chez Saint-Gobain. Jean-Philippe Arnoux, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Alors si vous le voulez bien, on va d'abord poser quelques chiffres afin de mieux comprendre les enjeux de la transition démographique en France et du vieillissement de sa population. Alors qu'est-ce qu'on entend d'abord par senior et par personnes âgées au sens où c'est un sujet pour l'habitat? Alors bon, le senior, il y a plusieurs acceptations du mot senior. On va dire, on parle généralement de 50 ans et plus. Alors plutôt 50 ans et plus, c'est en entreprise où on est senior en entreprise. C'est ça, oui. Ensuite, il y a l'âge fatidique de la retraite. Et puis après, effectivement, il y a plusieurs âges. Alors on entend parler du premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge. Peut-être bientôt on ira vers un cinquième âge, les centenaires et plus. Donc aujourd'hui, la seniorité, on va dire, c'est tout l'âge qui part du passage à la retraite jusqu'à la fin de ses jours et qu'il faut organiser alors dans tous les pans de sa vie. Donc il y a à peu près tout ce que le périmètre de la Silver Economy, c'est-à-dire le tourisme, l'alimentation, mais aussi l'habitat, puisqu'on sait qu'à partir d'un certain âge, un environnement qu'on connaît pourtant très bien peut devenir potentiellement dangereux. Des pièces peuvent être, je dirais, des obstacles, la célèbre baignoire, mais pas que. Hier, j'étais avec une dame qui, par exemple, a trébuché pour aller sur son balcon sur un bas de porte-fenêtre. Donc voilà. Oui. Donc le danger peut se cacher partout, et donc l'enjeu pour l'habitat, c'est effectivement d'accompagner les populations, déjà d'aujourd'hui, parce qu'il y a des besoins, mais aussi de demain, à avoir un regard plus sécuritaire, plus confortable, et pas forcément uniquement adapter son environnement à une pathologie avérée. Là, vraiment, l'enjeu est de faire de la prévention pour que les gens puissent vieillir sereinement chez eux. Et justement, à quel âge surviennent, en général, les premiers couacs du vieillissement ? Alors, globalement, les premiers couacs, on les estime vers l'âge de 75 ans, où on commence à avoir un peu plus de raideur, un peu moins de souplesse, parfois des troubles de la vision, de l'équilibre. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment à partir de cet âge-là où il faut faire particulièrement attention, et notamment à son habitat. Et vous me parliez, en préparant le sujet, d'un décalage certain entre l'âge réel et l'âge perçu. Oui, tout à fait. Alors on a, comme je dis, on n'a jamais dans sa tête l'âge de ses artères, donc c'est globalement à peu près 10 ans en moyenne. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas de soucis physiques, effectivement, si je suis en pleine forme à 75 ans, rien ne change par rapport à ce que j'ai 65, et donc je continue les mêmes activités. Donc en fait, je dirais, l'esprit en fait entretient le corps jusqu'à un moment où le corps lâche et il vous rappelle que vous avez un certain âge. Donc aujourd'hui, ça par contre, ça a un impact sur justement le besoin d'anticiper et de faire des travaux, puisque oui, on va en parler plus tard. Les gens attendent toujours le dernier moment. Et donc, quand il est trop tard. Et oui, et le coût des accidents domestiques en France est très important. Alors, pour ces personnes âgées. Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà avant tout un coût humain qui est de 10 000 morts à peu près par an. Donc, c'est à peu près 4 fois l'accidentologie de la route. Un coût humain également pour les familles, puisque effectivement, du coup, du jour au lendemain, on peut se retrouver aidant d'une personne qui accélère, on va dire, dans la dépendance. Et puis un coût financier pour la collectivité, puisqu'on estime que c'est un coût entre 1 et 2 milliards d'euros annuels d'hospitalisation pour la sécurité sociale. Et là, on ne parle que en fait, de ce qu'on appelle la primo-chute. Donc, sachant qu'un senior qui a fait une chute en année 1 à 50% de plus d'enfer en année 2. Et puis après, il y a les coûts indirects et des complications. Donc, uniquement le coût des hospitalisations de personnes âgées, on estime ça entre 1 et 2 milliards d'euros. Donc, effectivement, il faut entreprendre une grande politique de prévention pour d'abord limiter le coût humain, parce que c'est un sujet social, mais surtout limiter aussi le coût des finances publiques. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette politique ? Alors, ce que je veux demander, c'est quelle est la part de logement en France qui est déjà adaptée au vieillissement ? Très peu, en fait. On estime que c'est à peu près 10% de logements. Alors, qui sont adaptés. Adaptés. Donc, c'est énorme, le manque et le travail à faire. C'est colossal et c'est logique à la fois. En fait, aujourd'hui, alors on a un chiffre qu'on cite souvent chez Saint-Gobain pour dire que 80% des logements qui seront présents en 2050 sont déjà construits. Donc en fait, le gros sujet est la rénovation. Et on a un parc
anciens aujourd'hui, si je prends le cas de la salle de bain, où après la guerre, par exemple, il y a eu beaucoup de reconstruction, mais il y a eu aussi une hausse des normes d'hygiène. Donc on a mis des baignoires, des salles de bain privatives partout, mais avec des baignoires, des salles de bain plutôt petites, pas forcément ergonomiques. Et c'est aujourd'hui ce parc-là qu'il faut qu'on traite. Et puis après, c'est purement pragmatique. C'est-à-dire, nos personnes âgées aujourd'hui, qui sont nées dans les années, on va dire, 45-50, aujourd'hui, sont alors à 60% propriétaires de leur logement. Mais c'est des vieux logements, pas forcément bien sûr adaptés. Et donc du coup, alors non seulement elles ne veulent pas en changer, ce serait simple de dire, ben voilà, allez dans un logement adapté, parce qu'il y a tout l'environnement social du logement qui est très important, mais en plus, ben voilà, elles attendent le dernier moment pour entreprendre quelque chose, et c'est ça qui est compliqué. Alors il y a cette notion d'adaptation, puis il y a aussi tout simplement la notion d'accessibilité, alors au sens plus large, du logement. Alors pour les personnes handicapées, c'est comme ça que la loi française l'a abordé, mais il n'y a que 4% des personnes âgées qui finissent en fauteuil roulant. Mais ceci dit, c'est important que le logement soit accessible, parce que si à partir d'un moment, j'habite dans Paris par exemple, un immeuble au 6e étage sans ascenseur, je ne pourrai plus sortir de chez moi, même s'il est adapté. Et donc du coup, on sait très bien que d'être confiné chez soi accélère le vieillissement. Donc il y a cette double notion, l'accessibilité alors de toute la ville, mais également l'adaptation interne du logement. Oui, avant de parler d'adaptation, eh bien, j'ai beaucoup aimé l'une de vos expressions, parce que vous avez dit, et pourtant, le senior, il a du bon, en fait. Et peut-être qu'on ne s'en souvient pas assez. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, déjà, alors, si on prend purement pragmatiquement des chiffres, c'est à peu près un Français sur 3 aura 65 ans et plus entre 2025 et 2030. Donc c'est déjà un tiers de consommateurs. Ensuite, le senior, il ne faut pas croire que le senior est un retraité oisif. Le senior, en fait, est hyper actif dans la société. Et lié encore dans l'économie, en fait. Et alors, un lien colossal dans l'économie qu'on estime à 4% du PIB, mais qui est un PIB immatériel et non avoué. Donc c'est pour ça que quand des fois, mon ami Serge Guérin dit souvent, si un jour tous les seniors se mettent en grève, on aura un gros problème dans ce pays. Donc du coup, voilà. Et après, si je prends par exemple des territoires ruraux, un senior, c'est de la consommation de produits, mais de services. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup, par exemple, de maires qui cherchent des solutions pour garder cette population, parce que cette population veut dire peut-être besoin d'une aide à domicile, jeune, peut-être avec des enfants, donc ça pourrait maintenir une classe d'école et ainsi de suite. Donc il ne faut pas, je dirais, minimiser le poids économique des seniors. On a trop tendance dans ce pays à les considérer comme un poids économique au sens de la retraite, au sens des dépenses de santé, alors qu'en fait c'est un véritable moteur économique et qui alimente et alimentera encore plus, je dirais, des pans entiers de l'économie. On prend la santé, on estime que les dépenses de santé vont augmenter entre 12 et 20%. Les dépenses de santé d'un senior sont de rapport de 1 à 6 par rapport à un jeune actif. Là où aux États-Unis, on estime un jeune actif consomme en moyenne 3 000 € de santé par an, un senior c'est entre 12 et 17 000. En France, ça doit être pas très loin via la parité euro. Donc il y a ce sujet-là, mais il y aura aussi le sujet du tourisme, de l'alimentation et bien sûr du logement, puisqu'il y a le sujet de la rénovation, puis il y a le sujet également, alors, à l'autre bout de la chaîne des EHPAD, avec tout le côté, je dirais, problématique épidermique régulière et sorte de marronnier de la presse, mais enfin, bon, les 90% des EHPAD font un bon job, vraiment. Oui. Plutôt conçu là pour des très dépendants et des maladies neurodégénératives notamment. Et il y a un type d'habitat qui se développe énormément, qu'on appelle l'habitat adapté, partagé et inclusif, donc l'habitat intermédiaire, de petites colocations, de logements intergénérationnels, de béguinage, enfin tout un tas de choses en fait qu'on a besoin aussi de faire découvrir, pour à la fois, je dirais, proposer une solution d'environnement sécurisé pour le senior, mais également du lien social, parce que c'est très important. Revenons-en au logement, puisque la majorité de nos seniors veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Et pour nous, l'adaptation de ces logements, c'est un vrai défi social, d'autant que vous rappelez souvent qu'en France, on a un souci du curatif, alors qu'il faudrait mieux prévenir. Ah, mais complètement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit dans les politiques publiques, sans jeter la pierre, mais l'argent investi aujourd'hui, il y a 2 grandes transitions, enfin il y en a beaucoup plus que ça, mais si on prend la transition énergétique, on est au cœur du sujet en plus en cette période de crise. Effectivement, ça c'est toujours quelque chose qu'on dit chez Saint-Gobain, mais l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc effectivement, il y a ce sujet d'adaptation des logements, à la fois pour un point de vue économique, ça c'est ce qu'on voit à court terme, mais surtout émissions de gaz à effet de serre. En France, l'adaptation des logements a toujours été finalement le parent pauvre ou la transition oubliée. Alors pourquoi ? Parce que historiquement, en fait,
Au niveau des ministères de la santé et du handicap, on s'est toujours intéressé à la perte d'autonomie au sens handicap du terme, c'est-à-dire en fait fauteuil roulant. On a créé des normes pour ça, la dernière en date, la loi Elan et la loi douche zéro ressaut, plutôt dans les bâtiments neufs, parce que c'est facile finalement d'apporter de nouvelles normes dans le neuf. Mais quand on a parlé de ça, alors, et puis il y a eu surtout la loi pour tout ce qui est adaptation logique des cafés, hôtels, restaurants. Bon. Quand on a fait ça, en fait, on s'adresse à un public de 600 000 personnes. Le handicap touche à peu près 11 millions de personnes, mais en fauteuil roulant, c'est 600 000 personnes. Un chiffre assez stable, bon an, mal an. Les seniors de 75 ans et plus, à partir de 2026, seront 6 millions. Donc c'est un rapport de 1 à 10. Et là, par contre, il n'y a rien de fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de dispositif incitatif. Alors, il y a des campagnes de prévention, notamment la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en parle souvent. Mais il n'y a jamais eu vraiment de dispositif, par exemple, fiscal. Alors, il y avait un crédit d'impôt, mais qui consommait très peu d'argent public, parce que, je dirais aujourd'hui, très peu connu. Et puis aussi parce que les gens ne s'avouent leur perte d'autonomie que quand il est trop tard. Donc, bon. Et puis des aides plus directes, c'est très peu de choses. On parle de 170 millions d'euros, tout confondu, handicap et personnes âgées, versus entre 5 et 8 milliards d'euros pour la transition énergétique. D'argent investi, alors d'abord pour aider les modestes et les très modestes à isoler chez eux. Et une des trajectoires sur lesquelles travaille notamment la filière Silver Economy conduite par mon ami Luc Broussy, c'est effectivement de faire alors qu'il n'y ait pas un équilibre, parce qu'aujourd'hui les besoins ne sont pas les mêmes, et puis le vieillissement de la population, la démographie s'étale dans le temps. Mais qu'effectivement il y ait une meilleure considération de l'adaptation des logements dans les politiques publiques, ce sur quoi on travaille activement en ce moment. Le président Macron en a parlé à travers un dispositif MaPrimeAdapt, mais voilà, qui doit être encore, défendu, parce que dans l'environnement économique, socio-guéro-économique qui nous envoie, il ne faudrait pas qu'une fois de plus, le senior, en fait, passe, aux oubliettes. Voilà, aux oubliettes. Donc du coup, voilà. Donc c'est un sujet du moment, voilà. Et surtout, une grande campagne de prévention et de communication, parce que effectivement les gens n'ont pas conscience. Dans l'inconscient collectif, en fait, il y a une famille pour s'occuper de nous, il y a tout ça, mais en fait on s'aperçoit, hier par exemple, j'étais aussi avec une dame qui s'épuise, elle a 64 ans, avec sa maman, parce que chez elle c'est pas adapté, les meubles mal placés, une salle de bain pas adaptée, elle a sa maman à domicile. J'ai dit mais il faut absolument faire quelque chose. Et il y a beaucoup de petites choses à faire. Et c'est des petites choses. Alors ça commence par des gadgets, ça peut être, pas des gadgets, mais enfin des petites douilles, par exemple, qu'on va mettre au plafonnier pour automatiser l'éclairage la nuit. Ça peut être des veilleuses, comme celles pour enfants, pour baliser. Ça peut être des petites bandelettes autocollantes qu'on va mettre au sortir de la baignoire, si on n'a pas encore de douche, pour éviter de déraper. Ranger sa cuisine différemment ? Ranger sa cuisine différemment. Le premier réflexe, alors la grande mode aujourd'hui, c'est les meubles de cuisine très hauts qui vont jusqu'au plafond, mais qui ne servent plus à rien. Mais non, mais quand on vieillit, on devient plus petit en plus. Alors non seulement on se tasse, et pardon. Puis... non, mais oui, mais c'est la réalité. Et donc à un moment donné, voilà, comment j'appelle ça, un pouce au crime. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'a pas à changer son mode de rangement et que les assiettes à soupe sont toujours dans le placard en haut parce qu'on s'en sert que l'hiver... Et monter sur une chaise, c'est pas la bonne idée non plus. Voilà, premier réflexe... ça arrive. Ah, mais ça arrive régulièrement. Enfin, je veux dire... des choses très triviales, mais ma belle-mère, pour décrocher les rideaux, elle est montée sur une chaise avec mon beau-père qui tenait la chaise. Voilà, ils ont 85, 86 ans. Donc voilà, mais comme c'est des choses qui se sont toujours passées sans jamais de risque, voilà, on y va, sauf que peut-être on peut avoir problème d'équilibre, de fatigue, de prise de médicaments, et c'est dramatique. Et différence entre âge réel et âge perçu. Et toujours différence. Je suis toujours monté sur cette chaise. Donc qu'est-ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui qui ne m'arrivait pas hier ? Sauf qu'à un moment donné, avec l'âge, par exemple, quand on perd son équilibre, on le retrouve beaucoup moins vite. On est beaucoup moins alerte. Et donc, du coup, si avant, j'avais tendance à me raccrocher, je dis n'importe quoi au lampadaire, là, je ne pourrais pas le faire et je serais par terre. Bon. Et ça, aujourd'hui, on le voit bien. Une chute sur 2, par exemple, à domicile, se produit la nuit. Alors, c'est pas parce que aujourd'hui, on se lève et on ne connaît pas chez soi. Tout le monde peut avancer les yeux fermés chez soi la nuit pour aller aux toilettes ou autre. Mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, c'est pareil, quand on vieillit, quand on se réveille, on est moins alerte rapidement. Donc l'enjeu, par exemple, d'allumer un éclairage automatique, un chevet ou une pièce qui va créer une rupture lumineuse dans la nuit, c'est pas tant pour y voir que pour accélérer le processus de réveil. Et ça, c'est des solutions qui coûtent, une centaine d'euros, mais qui peuvent éviter une chute, donc de l'hospitalisation et des coûts récurrents. Mais surtout de la santé, tout simplement. Parce qu'après, alors, il y a tout ce
qui va être conséquent à la chute, qui va accélérer la perte d'autonomie physique, morale et le glissement et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on pourra éviter pour justement augmenter ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, il faut le faire. Et l'environnement bâti, son chez-soi, qui doit être, je dirais, un cocon dans lequel on passe toujours plus de temps. En moyenne, dans la vie, on passe 80% de son temps, ça aussi c'est un chiffre qui marque les esprits, dans des bâtiments, que ce soit chez soi ou au bureau. Donc c'est énorme, on passe que 20% de notre vie dehors. Et quand on vieillit, on passe toujours plus de temps. Donc si c'est pas adapté, on maximise les risques, et donc voilà. Donc c'est un gros enjeu. On peut revenir au travail du gouvernement, parce qu'il travaille quand même un petit peu. Oui. Le rapport de Jean-Luc Broussy a eu c'était un grand pas en avant, déjà. Il y a eu plusieurs rapports. Il en avait déjà écrit un en 2013, et puis on en a écrit un en 2019, où on commençait à mettre, et le dernier, effectivement, est un rapport de 80 propositions, où Luc, alors, évidemment qu'il y a un gros sujet d'adaptation du logement, mais il y a aussi un sujet d'aménagement du territoire, un sujet de mobilité, un sujet d'inclusion du logement dans la ville. Il y avait, alors, il le cite souvent, Luc, mais c'était un ministre qui avait sorti, voilà, un logement, c'est un logement dans un immeuble dans une rue dans une ville sur un territoire. Parce qu'effectivement, en dehors de vivre, je dirais aujourd'hui, dans un environnement sécurisé, l'enjeu majeur est le lien social. On l'a vu avec le confinement, beaucoup de personnes se sont laissées glisser dans les EHPAD ou à domicile, et ne plus pouvoir sortir, ne plus pouvoir tout bêtement aller échanger, communiquer et voyager, c'est voilà, il manque une bonne partie. Voilà, donc du coup, il faut avoir cette vision globale. Et ce qu'apporte le rapport de Luc Broussy, alors en dehors d'un gros chapitre sur l'adaptation du logement que j'ai conduit avec lui, effectivement, c'est tout ce qui concernera la politique de la ville et la politique territoriale. Pas seulement pour les seniors, mais aussi pour le plus grand nombre. Finalement, quand on a un grand trottoir adapté pour les handicapés, tout le monde est content. Les personnes avec des landaus, des poussettes, un peu trop les trottinettes et les patins roulettes, mais ce que je veux dire, voilà. Donc effectivement, moi j'appelle ça un changement de logiciel. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, dans tout ce qu'on doit faire, on doit prévoir finalement tous ces grands changements climatiques. Donc évidemment, là en ce moment, on redécouvre la merveille écologique et de replanter des arbres. Je suis ravi et j'aimerais accélérer qu'on mette un peu plus de milliards, parce qu'effectivement, quand il y a une rue qui est plantée, qui est arborée, entre guillemets, elle est à peu près 4 degrés moins chaude qu'une rue entièrement bétonnée. C'est pareil finalement pour tout le reste, d'un point de vue fonctionnel. Si je reviens sur le logement, là où effectivement on mettait des baignoires parce qu'il y avait le boom de natalité, il y avait un rythme de vie qui était autre, aujourd'hui les jeunes cherchent plutôt des douches tout simplement. Et si je vais plus loin, puisque l'actualité malheureusement nous rappelle que à la fois les énergies fossiles et l'eau sont des valeurs rares, puisque c'est la sécheresse, une douche consomme 9 fois moins d'eau qu'un bain. Oui. Donc à un moment donné, la justification n'est plus de construire des maisons avec des baignoires parce qu'il y a beaucoup d'enfants et qu'il faut les baigner et ainsi de suite. Ça, c'est 2 ans de leur vie. C'est comment, effectivement, on construit des logements plus intelligents qui permettront tout simplement d'accompagner les familles dans tous les âges de la vie, y compris, la vieillesse. Et ça, alors voilà, donc tout ça, on est dans une phase, un nœud gordien de transition en ce moment, où effectivement, c'est plus des mesurettes qu'il faut, c'est vraiment changer de logiciel, y compris sur la prévention de la perte d'autonomie. On parle aussi en ce moment de MaPrimeAdapt. Elle est construite sur le modèle de MaPrimeRénov'. C'est d'ailleurs un signe, puisque vous avez parlé de transition écologique, etc. C'est finalement le moment du grand changement de logiciel pour tout, au fait. C'est un peu ça, et c'est aussi une approche très, très pragmatique. Oui. Et c'est pour ça que Luc m'a demandé de travailler dessus, parce que moi, je baigne dans le monde du bâtiment depuis 20-25 ans, et on sait à quel point... c'est un secteur fabuleux, mais c'est comme un gros paquebot ou une péniche. Pour le bouger, il faut du temps. Par contre, dès que c'est parti, ça ne s'arrête plus. La transition énergétique, ça fait 20-25 ans qu'on travaille dessus. Oui. On a eu des réglementations thermiques et on voit à chaque fois, par exemple, passer à la RT 2020 pose tout un tas de problèmes techniques. Et beaucoup d'innovations chez Saint-Gobain, d'ailleurs. Et beaucoup d'innovations chez Saint-Gobain. Vous avez été précurseur dans beaucoup de domaines. Parce que c'est notre cœur de métier et surtout qu'on investit énormément. C'est à peu près 4% du chiffre d'affaires annuel de Saint-Gobain, qui est à peu près de 40 milliards, d'après ce qu'on voit dans nos bilans annuels, qui sont investis en recherche et développement. C'est-à-dire, en fait, dans du verre toujours plus performant. On vient de construire, par exemple, la première usine où on arrive à produire du verre zéro carbone. Parce que, aussi, un des gros objectifs de Saint-Gobain, c'est d'arriver, en tant que gros industriel majeur, qui plus est consommateur d'énergie, puisque produire du verre, c'est d'arriver à des productions zéro carbone sur toutes nos lignes de production à horizon 2050.
Bon, et je sais à quel point ils s'y mettent, mais c'est aussi d'embarquer d'autres innovations ou de redécouvrir le pouvoir de matériaux, des plaques de plâtre et ainsi de suite, qui vont amener un plus de santé dans l'habitat. Ça peut être des plâtres ultra résistantes qui vont résister à l'arrachement, beaucoup plus pour des sièges, des barres, des douches. Ça peut être des plaques de plâtre aussi qui améliorent la qualité de l'air. Donc Saint-Gobain a développé un procédé qui s'appelle Activair, qui va faire baisser la teneur en composés organiques volatiles de la pièce de pas loin de 80%, en piégeant en fait les COV. Donc voilà, donc en fait c'est tout ce travail de recherche et d'expertise autour du logement et de l'habitat qu'on porte. Donc pour en revenir à MaPrimeAdapt' et ma connaissance du secteur, c'est qu'effectivement, quand il y a des mécanismes qui marchent, il faut les dupliquer. MaPrimeRénov' aujourd'hui est un succès, à la fois du côté des particuliers qui l'ont assez compris, qui simplifient. Alors, il y a toujours des complexités, mais les mécanismes de crédit d'impôt qui étaient... Enfin voilà, il fallait être énarque. Oui, et puis il y avait beaucoup de mécanismes possibles, d'aides possibles, tout était éparpillé en fait. Exactement, donc beaucoup de mécanismes et avec une grande complexité. Donc le particulier ne comprenait pas, le professionnel non plus, ça ne pouvait pas marcher. Mais par contre, beaucoup d'argent dépensé, pas forcément à bon escient. Aujourd'hui, en fait, dans la transition démographique, on se retrouve à l'ère de la transition énergétique il y a 20 ans. C'est-à-dire, en fait, encore avec des aides éparpillées de partout. Donc, en dehors de la valeur, c'est la complexité. Des aides de l'Agence nationale pour l'habitat, un crédit d'impôt qui est un dinosaure, puisqu'ils ont tous disparu sauf celui-là. Donc, il disparaîtra le 31 décembre 2023. Et puis, des aides des caisses de retraite, voire des départements, et ainsi de suite. Bon. Donc, du coup, l'idée, effectivement, de MaPrimeRénov', donc sans avoir fait l'ENA, c'était de simplifier tout ça, de dupliquer un maximum de choses pour que aussi l'artisan comprenne, enfin, les entreprises comprennent plus facilement, parce que derrière, c'est pas le tout... Et que leur travail soit facilité aussi. Alors, que leur travail en amont soit facilité. On parlera de l'aval et de la formation des entreprises, parce qu'il y a un gros boulot à faire là-dessus. Mais je dirais aujourd'hui, voilà, pour que déjà, cette première étape de compréhension, par toute la phase aval et au-delà de l'argent, soit comprise par le plus grand nombre, y compris les distributeurs. Nous, chez Saint-Gobain, on a la branche distribution, Point P, CDO. Si nos conseillers qui conseillent des pros tous les jours ne comprennent pas, ça ne pourra jamais décoller. Donc, d'où cette volonté de simplification. Et puis, alors, autre grand pan, alors c'était déjà aussi de travailler sur les solutions qui seront éligibles. Donc ça, on est en cours en ce moment, de valider une liste de solutions éligibles. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais dans l'ancien crédit d'impôt, avant 2018, il y avait les baignoires à porte. On sait qu'une baignoire à porte, sauf certaines aujourd'hui, ne sont pas la solution pour, je dirais, tout type de seniors. Donc on les a retirées. Mais on a intégré des innovations. On parle des toilettes japonais, de systèmes d'éclairage automatique qui n'étaient pas. Parce que ça, on sait que les ergothérapeutes, tous les professionnels vous disent que ça a un impact réel sur la sécurité. Donc il y a ce travail en cours. Ensuite, alors il y a le travail de quel accompagnement pour les usagers. Est-ce qu'on va imposer une assistance à maîtrise d'ouvrage ? Bon, a priori non, elle sera finançable mais pas imposée. Est-ce que des ergothérapeutes seront obligatoirement nécessaires ? C'est le débat du moment. Donc Luc disait oui, tout le monde n'est pas d'accord. Bon, donc c'est en train de se trancher. Et puis quel contrôle aussi ? Et enfin, quelle qualification des entreprises ? Et alors là, justement, comment est-ce que les entreprises se préparent ? Alors aujourd'hui, elles ne se préparent pas. Parce que quel intérêt pour une entreprise d'aller vers un secteur qui est extrêmement complexe ? Beaucoup plus complexe que l'énergie, parce que l'énergie, finalement... au mieux, vous avez un diag énergétique avec un énergéticien qui vous a dit voilà, il faut changer, mettre tel isolant et telle fenêtre, et puis il va le faire, il choisira sa marque, il le fera. On est purement dans le domaine de la technique, donc des produits appliqués sur un bâtiment ou un mode de chauffage différent qui va produire un effet en termes de réduction de consommation, donc de gaz à effet de serre. Là, en fait, on a un écosystème beaucoup plus, je dirais, complexe, puisqu'il y a à la fois de la technique, enlever une baignoire, mettre une douche, c'est de la plomberie, mais il y a de l'humain. Parce que chaque senior n'est pas le même. Je prends souvent des exemples. Une barre de maintien, on ne la mettra pas toujours à la même hauteur. En fonction... Alors, quand c'est un fauteuil roulant, souvent, oui, on la mettra de la même hauteur. Un toilette pour un fauteuil roulant, il est conçu pour s'adapter à la hauteur du fauteuil, pas la personne qui fera un transfert. Une personne âgée, chacun a une taille différente, une force différente. Donc, en fait, il faudra s'adapter à chaque situation. Alors, des fois, il y aura des ergothérapeutes qui ont fait un rapport et qui ont dit à l'artisan il faut que telle barre soit à 60 cm et pas à 70.
Dans d'autres cas, non, il faudra qu'il le fasse tout seul quand il n'y aura pas eu d'ergothérapeute. Et aujourd'hui, les seules formations qui existent sont celles qui ont été initiées par les organismes professionnels aux alentours des années 2005, quand il y a eu la loi de 2005 pour le handicap. Alors, je vais les citer. D'un côté, vous avez les pros de l'accessibilité de la Fédération française du bâtiment, et puis Handibat et Silverbat, qui a été une extension plutôt tournée senior que handicap, qui est portée par la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. Est-ce qu'elles sont encore à jour ou est-ce qu'elles ont besoin d'être... Alors, elles évoluent régulièrement, mais pour moi, elles ont besoin d'aller beaucoup plus loin, justement, sur la seniorité, plus que sur le handicap. Ce sont toutes des formations, on va vous expliquer la norme, parce que le bâtiment est habitué à la norme. Donc, effectivement, connaître la norme de A à Z, de l'adaptation d'une salle de bain au handicap avec le cercle de giration, les hauteurs sous évier et compagnie, c'est facile à enseigner. Enseigner à travers des cas pratiques toute la finesse qu'il faut avoir pour adapter un logement à une personne âgée, c'est encore autre chose. Et à mon goût, elles sont encore toujours trop handicap. La norme rassure, on ne pourra jamais normer la transition démographique. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on doit apprendre. Donc pour moi, elles ont besoin d'évoluer, mais elles ont le mérite d'exister. Pourquoi ? Parce qu'elles intègrent le facteur humain. Et ce facteur humain, je dirais, il est capital, évidemment, pour le handicap. Il l'est encore plus pour les personnes âgées. Donc déjà, ça habitue l'entreprise à un écosystème, par exemple, d'accompagnement d'administration, des caisses de retraite, voilà. C'est pas forcément le cas pour la transition énergétique. Et puis aussi, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça permet à ces entreprises d'émerger parmi toutes les autres entreprises pour dire, voilà, nous on a cette qualification. Elles sont plus visibles. Elles seront plus visibles et important à double titre. Alors, ça peut être une famille qui cherche un bon artisan qui a des minimums de connaissances, ok. C'est aussi et surtout, pour moi, tous les acteurs publics de territoire, les conseils départementaux, les CCAS, hein, donc des mairies, tous les centres communaux d'action sociale, qui eux, tous les jours reçoivent des administrés, ça peut être le petit maire d'un petit village, et qui ne savent pas orienter, conseiller les gens, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas visibles, les procédures sont compliquées, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il y a des labels ? Et donc, alors, il n'y a pas de label aujourd'hui, il n'y a pas de RGE qui existe. Donc moi, ce que je propose dans ma prime Adapt, c'est que déjà, toutes ces entreprises qui ont fait cet effort de formation, déjà qu'elles soient reconnues dans un label, mais qui ne soit pas une nouvelle formation, elles en ont déjà une, alors peut-être un recyclage en ligne ou quoi. Une mise en valeur, en fait. Mais une mise en valeur, mais par contre avec la validation de l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, sans exiger, moi j'appelle ça une validation d'acquis de compétences plutôt qu'une nouvelle formation, parce qu'elles ne la feront pas. Mais l'idée aussi est de conditionner demain une partie des aides à ça pour donner envie à d'autres entreprises d'y aller. Ou à des entreprises qui ont déjà été formées mais qui ont baissé les bras de revenir. Aujourd'hui, les entreprises labellisées par les organismes professionnels, on les estime à peu près à 3 000, 3 500 en France, sur 750 000 entreprises, mais il y en a eu quand même 15 000 de formés. Donc ça veut dire 12 000 qui ont baissé les bras. Donc, ce que je veux dire, c'est que celles-là, elles ne demandent que demain, je dirais, à revenir dans ce marché-là. Et pourquoi tout à l'heure vous avez parlé de nécessité accrue de contrôle ? Le problème, c'est que... comment vous dire je vais reprendre... Il faut aussi peut-être structurer là aussi. Il faut exactement beaucoup plus contrôler. Alors, un des dispositifs qui est prévu, par exemple, c'est que l'entreprise soit obligée de poster des photos une fois le chantier effectué, de sorte que, même à distance, un ergothérapeute pourra regarder s'il n'y a pas de grosses aberrations. Et ça serait un moyen que, alors là, pour le coup, la transition énergétique peut permettre, parce que l'implantation d'une douche, moi, du premier coup d'œil, je vous dis s'il y a un problème ou pas, là où, sur la transition énergétique, on ne peut pas le faire. En prenant une photo, on ne verra pas si la fenêtre est bien posée ou si derrière la plaque de plâtre, on n'a pas oublié le pare-vapeur sur l'isolation de toiture. Donc bon, donc voilà. Mais aussi des contrôles simplement a posteriori par des ergothérapeutes ou des contrôleurs. Alors pas systématiques, mais enfin par picking, pour voir si l'entreprise est fiable tout simplement, parce qu'on a charge d'âme, comme je dis. On a charge de la santé de quelqu'un. On prend pied dans l'univers de la santé, même si le monde du bâtiment en est très loin. Mais là, pour le coup, l'acte de rénover, d'adapter, est un acte aussi de santé, de prévention. Vous allez reprendre bientôt le siège des ministères comme vous vouliez. Où se trouve le travail encore à faire alors ? Le travail à faire aujourd'hui, je pense que énormément, à commencer par le président, de gens sont convaincus.
Ensuite, pour moi, alors, il y a encore des travaux à faire. Par exemple, on travaille sur une charte d'engagement. Mais c'est plus une question d'arbitrage. C'est où le gouvernement place la stratégie, pour être très clair. Et combien ? Alors, comme je dis, c'est pour donner un ordre d'idée, voilà, les Anglais dépensent 500 millions d'euros chaque année sur l'adaptation du logement. Nous, au mieux, on est à 160 millions. Bon, je dirais, c'est tout le côté très pragmatique des Anglais, quoi. Il y a moins de sécu, donc à un moment donné, on investit un peu plus en amont. Ben là, c'est ça. Et puis, alors, je dirais, ces 500 millions, c'est rien. Là, on a eu, la semaine dernière, les budgets investis dans la perte d'autonomie en France par la CNSA. On parle de 77 milliards d'euros quand même. Enfin, les gens n'en ont pas conscience que c'est le premier budget de l'État aujourd'hui. Et quand on connaît la courbe démographique, ça ne va pas s'arranger. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, travailler en préventif sur adapter le cadre bâti pour permettre à ces gens donc, de vivre le plus longtemps en bonne santé et, je dirais, donc de moins peut-être consommer d'hôpital, de kiné, de tout ça, je dirais, pour moi, j'appelle ça une vision stratégique. Voilà. Mais il y a plein de sujets. Il y a l'aide à domicile, qui est un sujet aujourd'hui, on manque de 300 000 personnes. Donc voilà. Mais aujourd'hui, cette transition, cette loi qu'on attend, alors on l'attend plus, pour être tout à fait honnête, grand âge, on l'a espéré, mais presque je dirais qu'au niveau de la filière Silver Economy, on attend des actes d'amour, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, dire voilà, là il y a tel investissement parce que ça nous paraît stratégique pour la nation. Parce que sinon, dans 5 ans, on ne saura pas où on mettra nos vieux, quoi. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Et il faut arrêter, comme je dis, de mettre le vieux sous le tapis parce que de son bien-être, en fait, va dépendre un nouveau bien-être de l'économie. Moi, j'aime bien aussi faire un parallèle avec l'écologie. Je dirais, une personne âgée, effectivement, il y aura plus d'arbres, elle pourra sortir, s'asseoir sur un banc, on va redécouvrir les villes d'avant. Et puis c'est un choix de société. C'est un choix de société. Dans la consommation de proximité, l'économie locale, une personne âgée qui consommera moins de... Voilà, elle ne va pas aller jeter les yaourts par 12 de chez X, mais peut-être les yaourts de la collectivité à côté, enfin de la coopérative à côté. Donc, quand je parle de changement de logiciel, oui. L'évolution de la société, il y aura plusieurs paramètres. Un paramètre qu'on maîtrise plus ou moins, le climat, on le voit, on est en plein dedans. Il y a des paramètres qu'on pourrait maîtriser en investissant plus, les bâtiments et ainsi de suite. Puis il y en a beaucoup plus sociétaux qu'il faut anticiper. Et si celui-là, on n'est pas là, regardez l'économie du Japon. Je dirais, toute l'économie tourne autour du senior, quoi. Et donc, on change de logiciel. Et pour moi, il faudrait vraiment qu'on ait une autre approche, quoi. Et aujourd'hui, dans nos systèmes administratifs très complexes, il y a de très bonnes idées qui n'arrivent pas sur les territoires. Donc il y a un gros enjeu aussi d'accompagner, comme j'ai dit, la première maille, c'est la mairie, c'est le maire, y compris du petit village. La France, pour moi, n'est pas celle uniquement de Paris, Lyon, Marseille. Il y a les territoires oubliés, il y a une transition qu'on oublie, qui est une transition géographique. Dans l'inconscient collectif, tous les vieux veulent aller vieillir à Cannes ou à Nice. C'est le sud-est. Eh ben non, manque de bol, c'est plutôt d'est en ouest, vers la Vendée, vers la Creuse, des endroits plus calmes. Et manque de bol, c'est des endroits où il y a moins de services, il y a moins d'hôpitaux, il y a moins d'aide à domicile. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres. Merci beaucoup Jean-Philippe Arnoux. Merci beaucoup à vous.